Donc en fait, c'est Myriam El Mansouri qui, pour sa deuxième année de thèse, vient nous montrer... Troisième déjà, mais c'est la deuxième année qu'elle vient ici. Donc vient nous montrer l'avancement de ses travaux. Et effectivement, c'est à table. Donc c'est juste le bon moment pour pouvoir ensuite converger vers l'Atrium. Et il y aura une surprise. Donc j'espère que vous ne partirez pas. Et que c'est une surprise. Bon, alors je vais essayer de faire vite, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous ont faim. Mais donc, comme on me l'a dit, je suis doctorante en sciences d'éducation. Je suis en 3e année. Je suis à l'université de Nice, enfin de Côte d'Azur. Au laboratoire, c'est TEL. Voilà. Et ma thèse est essentiellement centrée sur la conception de jeux vidéo éducatifs, ou qu'on appelle communément serious game, mais disons que je préfère le terme jeu vidéo éducatif parce que serious game, c'est un terme plus large dans lequel on met énormément de choses et aussi des choses qui ne sont pas numériques. Voilà, alors cette application a été prototypée donc, dans le cadre de cette thèse. Avant de prototyper, j'ai développé des outils, j'ai fait des modélisations théoriques en me basant sur la recherche dans le cadre des game studies et des jeux, donc, et aussi en didactique, puisque à l'origine, je viens de didactique et je suis aussi professeur des écoles. À l'origine aussi de cette thèse, dans un premier temps, j'ai participé à un projet qui était d'utiliser un serious game dans le cadre d'une progression dans diverses matières. Le projet s'appelait EduCloud, qui a eu lieu ici dans un collège sur Antibes. Et par rapport à ce travail-là, j'avais fait une étude et une analyse en faisant un questionnaire à l'ensemble des enseignants du second degré pour savoir aussi est-ce qu'ils étaient enclins à utiliser un jeu vidéo en classe, et si oui, comment. Et à ce moment-là, c'était plutôt orienté sur des jeux de type jeu de rôle, parce que le jeu utilisé dans ce projet-là était un type jeu de rôle, ce qui va être différent par rapport à ce que je vais vous présenter, puisqu'à table, ça rapproche plus du Tamagotchi, du principe du Tamagotchi. Alors je crois que j'ai tout dit. Oui, bon après le prototype a été développé avec quelques bénévoles et c'est essentiellement moi qui ai développé l'ensemble du jeu, notamment sur les graphismes, l'animation, etc. Alors, comme je suis une thésarde, hein, on a toujours les fonds de théorie. Et disons que mon travail s'appuie sur quelques concepts principaux, notamment que lorsqu'on fait une analyse d'une séance de jeu, il faut aussi faire une différenciation entre l'objet lui-même en tant que jeu, l'artefact, et l'attitude, l'action de jeu, l'attitude ludique. C'est-à-dire que, bon, en gros, Jacques Henriot dit que toute structure peut devenir un jeu si la personne qui l'utilise adopte cette attitude ludique. Mais ça peut être aussi l'inverse. Par exemple, un nouveau-né peut très bien trouver qu'une cuillère en bois est amusante. Mais aussi, vous pouvez préparer un jeu, faire un jeu vidéo et vous trouver avec des personnes qui ne le trouveront pas amusant et n'auront pas envie de s'engager dans le jeu. Donc c'est un critère que je prends en compte dans ma conception. Ensuite, il y a trois concepts principaux qui viennent de la didactique. Donc le milieu didactique, c'est-à-dire que c'est un milieu dans lequel c'est l'apprenant qui joue en autonomie et qui prend la responsabilité de l'apprentissage. Alors pourquoi j'ai utilisé ce concept? C'est parce que j'étudie surtout la modélisation lorsqu'il y en a un joueur seul face à un écran et avec une application. Et pendant cette phase où on joue, s'il y a rôle de l'enseignant ou si l'enseignant est présent, il sera seulement régulateur. Il ne sera pas là pour vraiment intervenir dans cette phase d'apprentissage-là. Ensuite, il y a le processus de dévolution. Alors, ces trois concepts viennent de Brousseau et des situations didactiques. Le processus d'évolution, c'est celui qui permet, c'est le processus pendant lequel l'enseignant va permettre à l'apprenant de prendre cette responsabilité de l'apprentissage. C'est la phase peut-être au début de la séance d'apprentissage, dans le moment où l'enseignant va aider l'apprenant à s'engager dans l'activité. Et puis, pour finir, il y a le processus qu'on appelle d'institutionnalisation. C'est le moment où, après avoir joué, on sera capable de relier ce qu'on a appris et compris
dans la phase de jeu ou de la situation adidactique et les savoirs officiels, hein, tout ce qui est relatif à l'institution et au savoir classé, universel, quoi. Voilà. Et dans cette modélisation théorique, basée sur ces 3 concepts, donc j'en ai déjà parlé, mais bon... Donc voilà, il y a cette question du rôle de l'enseignant qui va être primordial dans la phase de dévolution, dans la phase d'institutionnalisation, mais beaucoup moins présent au moment où l'apprenant va se mettre à jouer. Voilà. Alors je vous présente rapidement le jeu. Donc étant professeur des écoles à l'origine, je suis allée plutôt sur ce que je connaissais, donc je suis allée plutôt sur un jeu qui était destiné à des enfants à partir de l'âge de 8 ans. Plutôt des casual gamers. J'ai eu la possibilité en développant sur Unity 3D de permettre au jeu d'avoir plusieurs plateformes, c'est-à-dire aussi bien sur des tablettes que sur un ordinateur, sachant qu'il était quand même plutôt optimisé pour les écrans tactiles, donc sur tous les tablettes. Donc c'est plutôt du 2D parce que bon, il y avait aussi une contrainte financière. Alors tout le détail de la mise en place et de la création de jeu et pourquoi et comment j'ai développé le jeu, c'était dans l'intervention que j'ai faite l'année dernière. Donc certainement l'article sera en ligne sur le site, j'imagine, avec le détail. Donc je passe rapidement. Donc nous étions en tout 3 personnes et le jeu se joue seul, c'est vrai, pour celui qui interagit, mais dans les phases de test, on a aussi fait des groupes de 2 où un joue, un regarde et on a interverti ensuite. Donc il y a une petite vidéo, je ne sais pas si ça va marcher comme ça, parce que un jeu sans avoir une petite vision vidéo, ça va être compliqué à comprendre, donc voilà. Si ça marche pas. Bon, je l'ai mise à côté. Au cas où le lien ne fonctionnait pas. Non, c'est pas là. Ouais. Donc c'est pour vous montrer, voilà, il y a une petite animation au départ, quand le joueur lance le jeu. Donc l'objectif du jeu, c'est d'obtenir 3 fourchettes, la fourchette de l'humeur, la fourchette de l'équilibre et la fourchette de la quantité. Il faut choisir un petit personnage, un garçon ou une fille. Donc ça, c'est la boucle principale de gameplay. Mais il y a des choses qui sont à côté, mais bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Voilà, le jeu est distribué, le prototype du moins est distribué gratuitement sur le Play Store. Si vous tapez à table, vous risquez de tomber dessus. Ça peut vous donner une idée d'une version un peu plus évoluée que celle que je présente là. Donc vous avez un personnage qui se trouve dans une cuisine avec un frigo et des aliments. En gros, une assiette correspond à une portion. Donc ça permet d'imaginer les quantités qu'on peut donner au personnage. L'objectif est d'arriver à équilibrer et maintenir en bonne santé le personnage. Alors au début, les enfants ne comprennent pas toujours ce qui est attendu, enfin le joueur, de ce qui est attendu par le jeu, donc ils s'amusent souvent dans un premier temps à gaver le personnage, voilà, bon, mais ça fait partie aussi de l'attitude ludique, de pouvoir tester le jeu dans ses retranchements. Donc il y a plusieurs boissons qui sont à disposition. Et avant cette phase-là, il y a une phase sur les prérequis pour apprendre les groupes alimentaires et des petits monstres qui mangent qu'une seule catégorie d'aliments. Donc ça remet un peu en place l'histoire de la fleur alimentaire. Et dans le jeu, il y a aussi un bouton aide qui permet de revoir la fleur alimentaire pour pouvoir savoir à quel groupe d'aliments correspond ce qu'on donne au personnage. Après, il y a une petite animation qui métaphorise la digestion, hein. Et puis un bilan qualitatif avec alors il y a un code couleur qui est relié à la fleur alimentaire et qui est relié à une plaquette manger bouger qui est aussi fournie dans le jeu. Donc voilà, alors il y a les lignes, c'est l'endroit qu'il faut atteindre pour les différents groupes d'aliments, et en fonction du résultat, voilà, on obtient une fourchette ou pas, parce qu'on a mis aussi la fourchette humeur parce qu'il y avait une notion de plaisir dans l'alimentation. Bon voilà, c'est en gros le fonctionnement du jeu. L'objectif étant de recommencer jusqu'à ce qu'on arrive à équilibrer les repas et obtenir toutes les fourchettes. Alors je vais revenir sur mon PowerPoint si j'y arrive. Voilà. Alors, ça c'est déjà fait.
Hein. Donc bon, je vous reprécise clairement les objectifs ludiques. Donc c'est nourrir et maintenir en bonne santé un petit personnage et obtenir les 3 fourchettes dont je vous ai parlé. Les objectifs didactiques sont de revoir ou aborder la notion de groupe alimentaire, apprendre à gérer l'équilibre des repas. Alors au niveau qualitatif et quantitatif. Et puis il y a une progression, ça passe d'un seul repas jusqu'à ensuite une journée et 3 jours. Bon, il y a marqué une semaine, mais on s'est arrêté à 3 jours. Voilà, et comprendre la relation entre manger plaisir et manger sain. Donc il y a des références au programme, puisque c'est inclus directement dans le BO de l'éducation nationale. Je ne vous rentrerai pas dans les détails, mais bon, ça correspond aux objectifs didactiques. Alors, pour ce qui est de la démarche expérimentale, globalement, j'ai cherché à faire 3 types d'expérimentation. Mais là, je vais vous comparer 2 d'entre elles, parce que la 3e est encore en cours. Donc voilà. Donc la première expérimentation a été faite sur des enfants de 8 à 12 ans, et plutôt de CM1 CM2, qui ont eu une progression didactique sur 4 séances, et qui ont eu à peu près 20 minutes de temps de jeu à chaque fois. Et il y avait donc les phases dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire il y avait toujours une phase d'institutionnalisation avec l'animateur pédagogique. La deuxième expérience, je l'ai faite grâce à une rencontre que j'ai faite sur Segamed l'année dernière. Le docteur Isabelle Patrois, qui a donc un laboratoire, qui a accepté de faire tester le jeu dans une condition qui sont plus proches, disons, de ce qu'on peut utiliser dans l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on a un panel d'utilisateurs, ils viennent et puis ils font les tests et ils répondent à un questionnaire après. Sachant que la seule intervention des animateurs était donc de les installer dans la salle informatique, d'être là pour réguler, mais disons que je leur ai demandé de ne pas avoir d'intervention sur la compréhension du jeu ou sur les aspects didactiques. Mais les joueurs avaient accès aux différentes aides, donc la fleur alimentaire et la brochure Manger Bouger s'ils le souhaitaient, s'ils les avaient retrouvées dans le jeu. L'objectif de ces expérimentations, pour moi, c'est de savoir si la réflexion que j'ai eue sur l'utilisation du jeu et sur sa conception était qualitativement bonne ou pas, aussi bien sur le plan didactique que sur le plan ludique. Non, c'est pas le bon bouton. Donc ça, je pense que je voulais... Ah voilà. Alors la différence quand même, je donne les détails des échantillons de personnes, enfin d'utilisateurs qui ont été donnés. C'est-à-dire que finalement au playtest, j'avais demandé des enfants quand même un peu plus âgés. Je me suis retrouvée avec un panel quand même de CP-CE1. Certains enfants étaient en CP-CE1, 3 sur les 10, ce qui peut changer quand même les choses parce que souvent on ne s'en rend pas compte, mais l'utilisation, puisque les tests ont été faits sur ordinateur, l'utilisation de l'ordinateur pour un enfant de 7 ans, c'est pas du tout la même chose que utiliser une tablette. Et ça pose des problèmes juste d'utilisation de l'interface, déjà dans un premier temps. Mais bon, ça m'a quand même, on a quand même pu en tirer des résultats. Donc la seule chose, c'est qu'il y avait donc, je vous ai dit, l'explication au départ, ensuite une phase de jeu et un questionnaire. La deuxième expérience, par contre, est plus construite. Donc, c'est la progression didactique qui a été proposée aux enfants, sachant que la dernière séance était uniquement une séance d'évaluation, puisqu'il fallait voir si, plus précisément, plus finement, s'ils avaient bien compris. Mais là, dans cette comparaison, je ne vais comparer que le test utilisateur que j'ai fait faire entre les deux, puisqu'en fait, je fais différentes analyses dans ma thèse, ce qui me permet de faire ressortir plusieurs aspects et plusieurs hypothèses que j'ai faites au début. Donc il y a une progression didactique sur d'abord la découverte de la classification. Normalement en CM1, CM2 ils ont déjà vu ça un peu en classe, mais bon, quelquefois les représentations sont un peu faussées, donc c'est le moment d'en parler, de revoir les classements qui existent, aussi bien sous la forme de la fleur alimentaire que de la pyramide alimentaire, que vous devez connaître aussi. Et ensuite, c'était de comprendre qu'il y avait un impact de l'alimentation sur le corps humain, parce que une fois qu'on a alimenté le personnage, il subit des transformations, juste avant qu'on connaisse le bilan. Donc au début, les enfants sont surpris, puis finalement, ils comprennent que c'est parce qu'ils ne l'ont pas nourri comme il faut, que du coup, il a une tête un peu bizarre. Bon, alors, chaque excès ou manque provoque une transformation sur le personnage. Et c'est à eux, enfin, de comprendre pourquoi et de recommencer. Voilà.
Et ensuite, la troisième séquence, c'est plutôt du réinvestissement et essayer, parce qu'en fait, là, quand même, les deux fourchettes, celle de l'humeur et celle des quantités, sont relativement accessibles aux élèves, mais l'équilibre, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus difficile à atteindre comme objectif. Déjà plus probable en CM1, CM2, mais alors pour sur des CP, c'est quand même trop engageant, trop compliqué pour eux. Alors, le questionnaire utilisateur que j'ai utilisé était décomposé en trois phases, trois parties. Donc, le premier, c'est plutôt d'ordre général, donc l'âge, savoir si à la maison, les enfants avaient été équipés en ordinateur, tout ça, tablette, smartphone. Ensuite, plutôt c'était sur la qualité du jeu, donc d'abord au niveau ludique, donc l'immersion, le gameplay. Et puis ensuite, une espèce d'auto-évaluation. Est-ce qu'ils pouvaient dire qu'ils avaient compris des choses sur l'alimentation? Et si oui, qu'est-ce qu'ils avaient compris? Et après, pour finir, je leur demande de me noter le jeu et de me donner des suggestions sur une forme d'une question ouverte. Alors, le tableau est chargé, mais je vais essayer de simplifier. Donc ça, c'est les comparaisons que j'ai pu faire entre les deux expériences. Alors, comme je vous disais, j'ai un échantillon sur la première expérience où ils sont plus jeunes en moyenne que les enfants les plus âgés. Alors, il est apparu que la prise en main du jeu était difficile pour les deux cas. Alors, est-ce que c'est dû à l'interface qui était PC par rapport à la tablette? Ça, j'ai pas encore pu le déterminer, mais je pense que ça a eu un impact. À savoir aussi que le tutoriel manque de moyens, a été fait par écrit et qu'en général, les enfants ou même les gens en général, quand ils veulent jouer, ne lisent pas. Donc, un tutoriel sous forme d'animation aurait été certainement plus pertinent. Mais bon, ça demandait plus de temps de développement et bon, voilà. Ensuite, pour ce qui est du niveau du jeu, donc lorsque les enfants étaient en playtest, seuls 40% d'entre eux sont arrivés jusqu'au niveau 3. Ça peut être dû au fait qu'ils étaient plus jeunes et que le niveau 3 s'était équilibré sur 3 journées, c'est déjà quand même plus compliqué. Mais pour celui qui était avec l'animateur, ils sont allés à 80% jusqu'au niveau 3. Donc déjà, il y a eu ou un engagement ou une progression didactique plus importante lorsqu'ils étaient accompagnés. Ensuite, les critères du jeu les mieux notés. Donc il y avait plusieurs critères que je leur ai posé la question, aussi bien sur les graphismes, sur les personnages, sur la musique, puisqu'il y avait une musique qui a été faite spécialement pour le jeu, à la différence de beaucoup de jeux sérieux où la musique est souvent oubliée. On avait voulu faire quelque chose de particulier, puisqu'on sait que ça contribue à l'attitude ludique et à l'immersion. Alors, pour l'expérience 1, ils ont apprécié la musique, les personnages et le style des graphismes. Mais l'expérience 2, ils n'ont pas du tout aimé la musique. Donc on ne sait pas si c'est une question de support. Quand je n'étais pas présente au moment des tests, on a eu une grosse différence, alors que la musique était beaucoup plébiscitée dans l'expérience 1, parce que pour eux c'était un entraînement, c'est une façon de rentrer plus dans le jeu, alors que ça n'a pas été le cas pour l'expérience 2. Donc, mais malheureusement, je n'ai pas de réponse à ces questions, parce que bon, la recherche, c'est aussi des erreurs ou des questionnements supplémentaires, même si vous faites des expérimentations. Ensuite, l'unanimité a été faite sur les personnages. Donc, apparemment, le choix de personnages des petits garçons et de la petite fille qui sont un petit peu trash quand même dans l'ensemble, ça a fonctionné par rapport à la tranche d'âge qui a été testée. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'aspect didactique, donc sur les savoirs, globalement, la plupart quand même ont pensé qu'ils avaient appris quelque chose de plus. Il s'est avéré par la suite que quand j'ai trié et récupéré les questionnaires et les réponses, les savoirs étaient beaucoup plus fins pour le groupe qui était avec l'animateur que ceux qui avaient joué seuls avec les documents qui étaient accessibles par eux. Alors ça peut être aussi bien dû au fait que l'animateur était là aussi pour entériner les savoirs quelque part, mais aussi le fait que les enfants étaient plus jeunes, donc c'est ce qui pose vraiment le souci de la compréhension par rapport à l'âge. Donc ça c'était pour ce qui est répondu sur ce qu'ils ont retenu. Ensuite,
Ah oui, alors à un moment donné, on leur a posé la question, est-ce que pour vous, à table, c'est un exercice? Est-ce que c'est un jeu? Ou est-ce que c'est un peu des deux? Ils avaient le choix de répondre à plusieurs réponses, c'était possible. Donc, dans le cadre de l'utilisation avec l'animateur, personne n'a parlé d'exercice, donc pour moi c'était déjà une réussite parce que la plupart du temps il y a un problème avec les serious games, c'est qu'ils sont plus proches d'un exercice que d'un jeu, mais 90% ont dit que c'était un peu des deux, donc ils ne sont pas dupes, hein. Ils ont bien vu quand même qu'il y avait une finalité didactique ou pédagogique dedans. Par contre, dans l'expérience pure, donc en playtest, 30% ont dit que c'était aussi un exercice. Et 80% un peu des deux. Donc, apparemment, dans l'expérience playtest, ils ont plus saisi une notion d'exercice que lorsqu'ils étaient avec l'animateur, alors que par rapport à certaines études que j'avais pu voir, on aurait pu penser l'inverse. C'est que n'étant pas cadré, parce que l'expérience avec l'animateur s'est fait quand même dans la salle informatique d'une école, donc on aurait pu penser que le contexte scolaire aurait pu influer, mais apparemment ce n'est pas le cas. Ensuite, la majorité des enfants avec l'animateur l'ont trouvé amusant et l'ont bien noté entre 4 et 5 sur... il y avait 5, de 0 à 5 étoiles, vous pouviez mettre. Hein. Et beaucoup moins bien noté pour les playtests. Ça reste quand même correct puisqu'ils nous ont donné une note entre 3 et 4. Et il y a quand même eu 4 enfants sur 10 qui ne l'ont pas trouvé amusant, alors qu'ils ont parlé de jeux avant, donc je ne sais pas, le rapport. La question se pose sur cette expérimentation en playtest parce que les enfants de 7 ans, est-ce qu'ils ont bien compris les questions? Est-ce que, donc, peut-être que, je vous en parlerai après, mais peut-être que j'envisagerai de faire une deuxième expérimentation pour affiner mes résultats. Ensuite, en fait, les remarques qui ont été données, c'était qu'il y avait une difficulté de prise en main du jeu. Vous avez vu quand le personnage qui est dans la cuisine, le frigo, en fait, vous pouvez faire défiler. Et technologiquement, c'était plus compliqué de faire un scroll, donc on a fait une flèche, ça n'avait pas été bien compris. Donc du coup, ça fait quelques retours aussi, parce qu'à chaque fois qu'il y a des expérimentations, on prend des notes, on essaye de corriger pour améliorer le prototype. Donc voilà, je vais conclure. Donc il y avait quand même entre les deux expériences une différence de temps de jeu. C'est-à-dire que dans le playtest, certains avaient, parce qu'on a posé la question dans le questionnaire, avaient joué entre 20 et 40 minutes. On était quand même à un temps plein de 60 minutes lors des expérimentations avec l'animateur. Ensuite, il y a cette différence entre l'accompagnement animateur contre des liens avec information sur l'alimentation. Dans quelle mesure des enfants de 7 ans vont cliquer sur le lien, c'est déjà plus imaginable pour des enfants plus âgés, mais bon. Et donc la différence entre l'homogénéité des échantillons. Et donc au final, même si on a constaté qu'il y avait l'apprentissage de certaines choses, puisqu'ils avaient compris l'impact sur le corps, tous l'ont marqué dans la question d'auto-évaluation, les compréhensions et les réponses étaient beaucoup plus fines dans l'expérience avec l'animateur. J'ai pas encore déterminé si c'était l'animateur qui avait fait cette différence, ou si c'était le temps de jeu, ou si c'était la différence d'âge. C'est pour ça que je souhaite faire une autre expérimentation par la suite. Par contre, par rapport au rôle de l'animateur, je soulignerai juste une réponse qui était donnée par un des enfants qui, lui, en fait, n'a pas joué plus de 5-10 minutes, puisqu'il a dit que ça ne l'avait pas intéressé, qu'il n'avait pas eu envie. Donc, finalement, ce processus d'évolution dont on parle dans la théorie, il est présent, puisque dans l'atelier, aucun des enfants n'a eu de problème pour rentrer dans le jeu, et certainement que l'animateur a été pour quelque chose. Voilà, après, voilà, comme je disais, par la suite, j'envisage de poursuivre quelques expérimentations si le temps me le permet, parce que je suis en 3e année, donc déjà il y a des premiers résultats, mais voilà. Après, peut-être que ça pourra donner lieu à une expérimentation plus tardive dans ma future carrière, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, donc le fait de faire des playtests avec des enfants vraiment que de CM1, CM2, avec le même âge que ceux qui ont été testés avec l'animateur,
Et aussi, actuellement, j'ai une expérimentation qui est faite en classe. Donc, aussi voir dans quelle mesure on peut intégrer des séances de jeu dans une salle de classe, sur une séance d'environ 1 heure, parce que c'est très contraint, avec des salles informatiques, avec tout ce dont a parlé M. Cessy en début de session. Donc, toutes les contraintes qu'il peut y avoir liées au contexte scolaire. Et donc, là, je pourrais en sortir quelques éléments. Et aussi voir l'impact du contexte sur l'attitude ludique. Ça m'intéressait de voir si dans le contexte scolaire, ils auraient les mêmes constatations sur le jeu que ceux qui ont été avec l'animateur pédagogique. Parce que quand même le lieu c'était le même, c'est une salle informatique, mais l'un c'est avec un enseignant, l'autre c'est avec un animateur pédagogique. Est-ce qu'il y aurait une différence ? Voilà. Et juste pour finir, il y avait peut-être quelque chose aussi que j'aurais pu traiter, parce que dans le jeu, on parle souvent de flow avec Mihai Csikszentmihalyi, et c'est le plaisir de jouer, etc. Et bon, c'est difficile à quantifier, mais ça aurait pu être aussi une piste que j'aurais pu, que je pourrais exploiter par rapport à l'utilisation du jeu. Voilà. Merci beaucoup pour cette performance de fin de la matinée. C'est un travail très dense, complexe, finalement, parce que beaucoup de choses semblent à la fois converger pour diverger. C'est-à-dire qu'on s'intéresse sur une thématique, sur on va dire un cycle d'enseignement, et donc derrière un développement de l'enfant. Et puis, j'oserais dire, c'est pas qu'on rediverge, mais on voit venir toutes les choses que l'on a dites en termes de théorie. Les évaluations sont complexes à construire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de qualitatifs. En tout cas, merci pour nous tenir informés de tout cela. Et heureux que finalement le réseau Segamed joue son rôle. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Est-ce que, malgré votre niveau d'hypoglycémie, vous avez des questions à poser à Myriam? Oui. Marche, oui. Ben, félicitations avec votre travail. Merci. En fait, j'ai une question. Si j'ai bien compris, vous avez créé ce jeu à table vous-même, avec l'aide probablement de quelques techniciens. Dites que moi, je veux donner quelques conseils à mes étudiants, ou ici, les étudiants présents, ils veulent aussi créer un jeu. Est-ce que vous avez 2 ou 3 conseils au niveau de la création aujourd'hui pour nous, vu votre expérience jusqu'à aujourd'hui? Alors oui, notamment sur ce que je développe, c'est-à-dire des jeux vidéo, parce qu'après, comme je dis, techniquement, c'est pas forcément la même chose lorsqu'on est dans un autre style de jeu. En fait, moi, j'ai construit dans ma thèse, ma réflexion, c'est de développer des outils pour pouvoir justement construire des jeux vidéo qui pourraient permettre l'apprentissage. Et moi, j'aurais 2 conseils à donner déjà. C'est que il faut partir d'une situation problème, parce que c'est les conclusions que j'en fais, c'est que c'est par la stratégie de pédagogique de la résolution de problèmes que on arrive à faire réinvestir ou réfléchir, puisque ça déclenche la réflexion, la démarche scientifique. Là, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon jeu. Donc il y a ça. Donc il faut réfléchir à une situation problème. Finalement, même si on n'est pas didacticien ou pédagogue, on peut imaginer un problème à résoudre, mais c'est le point de départ. Et même quand j'ai discuté avec des game designers, etc., ils disent jouer, c'est résoudre des problèmes. Donc déjà, on a un lien fort, donc il faut déjà trouver cette situation-là. Après, il faut aussi, et souvent ce qui se passe dans, je dirais, l'industrie aussi, c'est pas seulement trouver le problème, c'est après aussi le modéliser avec tout ce qui est objectif, compétences. Et ça, c'est vrai que c'est plus un travail de sciences d'éducation et que c'est souvent oublié.
C'est-à-dire qu'effectivement, ils trouvent un problème ou une simulation problème et ils oublient que il faut quand même une réflexion plus profonde sur ce qui est mis en jeu et que ces compétences doivent être utilisées dans cette résolution de problème. Et souvent, finalement, on se retrouve avec des jeux qui ont un problème ludique à faire et puis un problème didactique séparé, et ils se rendent compte de temps en temps, mais au final, il n'y a pas un vrai investissement. Voilà, ça c'est les deux trucs. Après, je pense qu'aussi, il ne faut pas être trop ambitieux. Il faut aller sur des petits objectifs. Moi, je pense que je suis allée sur des petits objectifs dans un premier temps, sur ce qu'on connaît pour commencer, parce que c'est plus facile à appréhender. Et après, au niveau technologique, maintenant, il y a quand même pas mal de logiciels, parce qu'il y a tout un système aussi d'amateurisme dans la création de jeux vidéo, avec des logiciels qui favorisent... alors moi, j'ai utilisé Unity, qui est plus professionnel, c'est vrai, et qui nécessite quand même des connaissances en code. Et c'est pour ça que je me suis fait aider, même si moi-même j'en ai, mais comme c'était plutôt du C#, moi j'étais plutôt sur JavaScript, on est sur un peu différent, donc le fait d'avoir l'aide de quelqu'un, c'était mieux. Mais il y a RPG Maker, il y a plein d'autres logiciels que je n'ai pas en tête, mais qui permettent aussi, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en code, de partir sur des structures de jeux assez simples et de pouvoir les développer. Mais même avec Scratch, certains jeux sont fabriqués sur des modèles de jeux d'arcade des années 80 qui sont facilement à refaire. Bon, après, peut-être que ce ne sera pas des situations de problème. Ce sera peut-être plus difficile et on serait plutôt dans la pédagogie d'apprendre des choses en créant le jeu, puisqu'on est à l'apprentissage du code et tout ça, voilà. Mais voilà, c'est les deux grands conseils que j'ai, c'est ne pas oublier l'aspect didactique, ne pas oublier l'aspect ludique aussi, l'attitude ludique bien entendu, les critères de jeu vidéo, comment on reconnaît un jeu vidéo, et de partir d'une situation de problème sur tout ça. Ça souligne en fait l'importance des compétences clés du XXIe siècle, et ce n'est pas par hasard le sujet de cet après-midi. Oui, tout à fait. Merci Cindy et merci Myriam. On vous applaudit bien fort.